l'erreur que font certains débutants, je pense, c'est de regarder la position d'une page, alors qu'en fait, il faut être un peu plus granulaire et aller sur les mots-clés et autres. Pour moi, 2025, ça va être axé à comment on optimise bien pour ressortir sur ChatGPT, Perplexity ou d'autres types d'IA. Il suffit que tu ailles mettre un commentaire dégueu avec un vieux compte sur un de tes concurrents pour que la page puisse se faire sauter. C'est une grosse question SEO et on l'a transformé dans un outil interactif qui génère aujourd'hui 20 000 visiteurs par mois. Hello hello à tous, j'espère que vous allez bien. Super épisode aujourd'hui, on reçoit Adriana Roa. Premièrement, j'espère que vous allez bien tous les deux. J'ai l'impression qu'il fait beau où vous êtes. Oui, ça va, il fait beau. Donc, merci pour l'invitation. C'est trop bien de participer à votre podcast, enfin, donc c'est trop cool. Trop content. Lucas, comment tu vas? Écoute, ça va très bien, tu vois, il y a du soleil là à Strasbourg, donc j'en profite. Toujours illuminé. Je me mets en plein soleil. T'es notre lumière à tous, Lucas. Adriana, vous avez reconnu cet accent colombien. Hola muchachos. On ne va pas le faire en espagnol, on va adorer. Hein, parce que bon, Lucas maîtrise bien, moi un petit peu. Et Adriana est bilingue, effectivement. Pourquoi? Parce qu'elle est née là-bas, elle y a vécu un long moment. T'es arrivée en France à 22 ans, donc c'est pas ce qu'il y a de plus facile de se faire à la langue française quand on arrive. Mais déjà, bravo, parce que je suis remarquablement surpris de ton niveau de français qui est très très bon. Oh, c'est merci. Tu t'es rapidement imposé, en plus, en SEO, parce que tu as travaillé pour des grosses boîtes françaises, d'ailleurs. Hein, je pense notamment à BVA, Société Générale ou Carrefour aussi, où tu as été, si je dis pas de bêtises, responsable SEO et content pendant un moment. Tu as lancé, d'ailleurs, depuis A à Z, le site d'une filiale qui est passé, je le souligne, hein, parce que c'est un gros chiffre, de 0 à 150 000 visiteurs. Donc franchement, bravo pour ça, et 300 000, je crois, de ce que tu m'avais dit sur l'année suivante, donc top. Et tu es spécialisé dans le SEO stratégique et technique. Voilà, du coup, c'est cool. C'est une journée technique là qu'on a aujourd'hui. Juste avant toi, on a reçu Sylvain Charby qui était pareil, très spécialisé sur la partie technique. Donc c'est cool. C'est des sujets qu'on n'aborde pas tout le temps d'ailleurs sur Position Zéro. Et ça va être génial de discuter de tout ça. Bienvenue à tous les deux. Avant de lancer le premier format, un petit mot à notre sponsor du jour, Flair Agency. Merci Kate, merci Marilou de sponsoriser cet épisode. Qu'est-ce que Flair Agency? Flair Agency, c'est une superbe agence SEO basée à Paris. Cette agence est spécialisée dans tout ce qui est stratégie de contenu, stratégie de netlinking, mais également une grosse spécialité sur Pinterest. Ils ont notamment lancé un outil en interne qui fonctionne très bien. Vous pouvez également les retrouver parce que c'est une agence qui communique beaucoup du très bon contenu SEO et vous pouvez les retrouver sur Twitch. Kate et Marilou sont très très actives sur Twitch avec plein de formats sympas, comme on a l'habitude de voir sur Position Zéro. Vous pouvez les retrouver sur des formats comme la clinique du SEO où elle va vraiment creuser en détail toutes vos questions de manière précise. Le live invité où toutes les semaines ils reçoivent une personnalité SEO, business, marketing pour parler de tous ces sujets. Et enfin, l'épisode spécial, comme il appelle, pour parler plus en détail d'un sujet spécifique. Donc c'est de très beaux clients. Pour le coup, on entend beaucoup parler d'elle. Bravo pour ce que vous faites, c'est top. Lucas, tu vas peut-être rajouter un petit mot, on en reparlera après. Je dirais aller suivre Marilou. Donc Marilou, c'est Marilou Rudel sur LinkedIn qui fait vraiment du super contenu. Kate Herchuez, du coup, hein, sur LinkedIn, on vous mettra les liens. Mais en tout cas, allez les suivre toutes les deux. Elles font du très bon contenu. Et puis en plus, ils ont des outils SEO qu'ils ont développés à côté, en interne et aussi en SaaS avec un outil que moi j'ai un peu utilisé, PinSuggest. Sur Pinterest. Moi, j'ai suivi aussi quelques conférences d'elle, de Marilou et de Kate, à Web Island à Nantes, et elles ont fait une conférence aussi au SEO Camp, donc beaucoup de création de contenu et grosse connaissance en général SEO, donc franchement, super agence, tournez-vous vers eux. Yes, si vous avez des besoins ou autre, une stratégie SEO à mettre en place, n'hésitez pas, on vous met le lien de l'agence dans la description. N'hésitez pas à parcourir leur site, leur service et à prendre contact avec elles pour aller plus loin. Les sponsors est fait, nous allons maintenant passer à l'épisode. Rebonjour à tous. Premier format. On va dire comment je suis tombée là-dedans.
c'est vraiment... j'ai commencé, en fait, à la base, moi, j'ai fait des études, des études en études de marché et statistiques. Et du coup, je me suis spécialisée, je voulais travailler vraiment dans un institut d'études et donc faire prendre des échantillons et voir comment les gens y réfléchissent et tout ça. En fait, c'est là où ça a commencé ma passion pour un peu comprendre euh, comment ça marche un peu, les différentes stratégies, comment on peut influencer les décisions des gens. Donc, et c'est ça qui m'a poussé là-dedans. Quand j'ai commencé chez BBA dans un institut d'études et je me suis rendu compte qu'en fait, même si on faisait des choses super intéressantes avec des marques comme Danone, Pierre Fabre, on faisait des études, on découvrait plein de choses, on analysait les packaging, comment ça marchait en rayon et tout ça, c'était très intéressant. Sauf que ça restait toujours dans un PowerPoint. Et du coup, après, je ne voyais plus qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé après. Après, c'est passé longtemps après pour voir vraiment les résultats de toutes mes recherches. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je me trouve un travail qui aille plus dans les concrets. Et du coup, je suis allée, là, j'ai rejoint le groupe Carrefour et j'étais chef de produit international. Et donc et là, c'était plus des projets que j'ai tirés dans différents pays. Mais encore une fois, rebelote, j'ai tombé encore sur des PowerPoint à présenter à CEO, à la direction. Et ça m'a frustré énormément parce que moi, je voulais faire des choses beaucoup plus concrètes, quoi. Je voulais voir des résultats rapidement. Je voulais pas voir des résultats dans un an, dans 2 ans. Non, je voulais voir tout de suite. Et du coup, c'est là où j'ai décidé, j'ai dit à ma chef, j'ai envie d'échanger totalement de ce que je fais aujourd'hui. J'ai envie de faire du digital. Et du coup, si vous me proposez quelque chose, je reste. Sinon, je vais même... je suis prête à partir. Et là, ils m'ont proposé des coups un poste en contenu digital. Et c'est là où là, j'ai commencé à toucher un petit peu à l'SEO. Donc, j'ai fait le contenu au global de l'entreprise. Il y avait la partie relations presse, il y avait les sites web et il y a les réseaux sociaux. Donc, c'était plutôt un mix intéressant pour commencer. Et après, il a fallu que je me forme à fond. Et tout était vraiment... là, il fallait apprendre sur l'état parce que c'était avec des gros projets qui ont commencé. Il fallait, à un moment donné, du coup, on m'a dit, on va te laisser, lancer un nouveau site. Donc, c'est une business unit, c'est Carrefour Assurance. Il fallait les lancer de zéro. Et là, on était sur un projet assez ambitieux. Ce qui était bien, c'est qu'on avait du budget, mais par contre, il n'y avait pas d'équipe. Donc, j'étais toute seule. Et à l'époque, avec une alternante, pour commencer, c'était assez dur, mais du coup, je me suis entourée des agences et puis j'ai monté une équipe. Donc, il fallait, dans mon plan, c'était ça, monter une équipe, travailler avec les agences et puis lancer les sites. Donc, au début, on a lancé les sites avec 150 articles en direct. On a lancé. C'est là, au début, quand on a lancé les sites, il y avait 150 articles et ensuite, on a commencé avec une production plus ou moins de 60 articles par mois. Donc, ça faisait quand même une grosse cadence avec des articles qui étaient plutôt assez quali. Plus ou moins, on était sur 2000, 3000 mots. Donc, on était une petite magazine. Sauf que j'ai commencé et du coup, pour tout vous dire, j'ai fait énormément d'erreurs tout le temps. Donc, c'est comme ça que j'ai appris. Et j'ai appris à faire du SEO et voilà comment j'ai commencé. Donc, voilà un peu pour donner un peu plus de détails par rapport à ce que tu disais. Mais j'ai appris, c'était très bien parce que on fait des erreurs, mais après, tu vois les résultats. Et du coup, en 8 mois, on a fait 150 000 visiteurs et après, on a doublé l'année suivante. Donc, c'était cool. Et du coup, je me suis dit, là, ce qui me correspond bien, c'est vraiment les SEO, quoi. Les SEO, parce qu'il y a un mélange entre chiffres, créativité. Je peux faire différents types de stratégies et je vois les résultats assez rapidement, même si peut-être on va dire que les SEO, c'est du long terme, mais c'est beaucoup plus, je les vois beaucoup plus vite que sur d'autres postes que j'ai fait avant, quoi. Donc voilà un peu pour compléter. Super, c'est bien parce que tu sais, on a un premier format au début du podcast, c'est la marmite du SEO. Et l'idée, c'est de savoir comment t'es topé dedans. Mais là, c'est bon, on a déjà les réponses, donc c'est nickel. On est en plein dans la marmite, là, c'est mais c'est très bien. Et du coup, l'autre question de la marmite du SEO, souvent, c'est pourquoi tu y es resté.
Tu vois, est-ce que tu peux détailler un petit peu plus ce qui t'a plu et puis comment tu t'es développé ensuite, comment tu as progressé ensuite en SEO dans ton parcours? Parce que là, Carrefour, je pense que ça remonte déjà à quelques années, donc tu as continué un peu à te développer. Aujourd'hui, tu es en freelance entre-temps, donc raconte-nous tout ça. Et oui, bah après, bah, Carrefour, bah, c'était une bonne école. Donc, j'ai appris énormément et c'était vraiment assez confortable parce qu'il avait du budget, il avait des équipes, je pouvais faire plein de choses. Mais après, c'était, en termes de connaissances, il fallait aller beaucoup plus loin. Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait pas mal d'experts à côté de moi et ça m'a énormément aidé. En tout cas, je me suis formée beaucoup plus vite. Et c'est ça qui m'a vachement aidé. Bah, ce qui m'a plu le plus là-dedans, c'est que il y a différents types de stratégies à mettre en place et on apprend tous les jours. En fait, moi, j'ai fait que tester avec eux. J'ai testé énormément de choses et c'était assez intéressant parce que ça touchait à différents milieux. On pense que les SEO, des fois, c'est juste les gens qui connaissent un petit peu, ils vont dire bah, c'est du contenu, il faut rédiger à fond, il faut optimiser les mots-clés et c'est fini. En fait, non, c'est pas que ça. Il y a différents types bah, comment dire, des sujets sur lesquels on peut y aller et ça va être la relation presse, on va être sur de la technique. On ne se rend pas compte de l'importance de la technique et voilà. Donc, c'est tout ça qui est intéressant et c'est le fait de construire des stratégies globales et avec tout ça, quoi, en touchant à différents secteurs. À Carrefour, quand j'ai continué, j'ai décidé de continuer avec les SEO, mais par contre, je me suis mis à mon compte, je voulais faire un tour du monde, donc j'ai démissionné et je suis partie 2 ans et demi. Et 2 ans et demi, et c'est là où je me suis mis à mon compte. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus sympa de travailler à côté de la plage, un peu comme on fait Thomas. À La Réunion un peu, donc à la plage, mais avec les CEO, quoi. Donc faire ce qui me passionne, mais par contre, c'est à contrainte géographique. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans et demi. Et du coup, ça m'a permis de toucher à à différents types de clients. Donc j'ai eu des clients aux États-Unis, en Angleterre. J'avais aussi, bah, la plupart de mes cas, c'était en France, mais j'en ai eu aussi au Canada. Donc Hmm. c'était plutôt intéressant et donc voilà, c'est comme ça aussi que je me suis fait la main. Donc je me suis spécialisée dans les sites e-commerce et les marketplaces ensuite. Donc voilà, c'est ce que Ok. j'ai fait le plus, on va dire. Trop bien. Donc voilà. Et du coup, la question, c'est est-ce que tu as pu boucler ce tour du monde? Non, Non? j'aurais bien voulu, mais c'était assez compliqué parce que je suis partie pendant le Covid. Ah oui, Et, avec le et Covid. donc, du coup, si j'ai fait un petit peu, voilà, j'ai fait l'Amérique latine, j'ai fait l'Asie et tout, mais c'était pas comme je l'avais planifié. Je voulais faire un pays par mois. Hmm. Ok. Et c'était assez ambitieux comme planning, mais avec le Covid, ça a été impossible, quoi. Enfin, il Ouais. fallait faire de la quarantaine dans certains pays. Je voulais aller en Argentine, c'était 15 jours. Je voulais pas Hmm. rester enfermée dans un hôtel 15 jours. Je l'ai fait en Indonésie pendant 10 jours et c'était déjà énorme pour moi. Je Ouais. ne sais pas faire la même chose. C'est pour ça que je suis restée plus longtemps dans chaque pays, du coup. J'ai fait 400 pays, mais je suis restée plus longtemps. Donc Ok. voilà. Et là, tu es actuellement à Toulouse, dans la ville rose, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et là maintenant, bah, j'ai fait mon chemin à l'étranger et après, ça me manquait trop la culture française. Et ça peut être surprenant, mais la vérité, c'est que oui, ça me manquait. Je n'ai pas hésité à revenir en France plutôt qu'aller en Colombie parce que maintenant, c'est un peu comme mon deuxième chez moi et j'adore. Donc, je voudrais retourner en France ici et maintenant, je suis à Toulouse et je me suis installée à Toulouse depuis il y a 1 an et demi, plus ou moins. Bravo pour ce parcours. Donc, Et bah, du coup, moi, ça me donne envie d'enchaîner sur le second format. Tu fais partie du coup aussi des nomades un petit peu parce que tu as pas mal bougé, tu as pas mal... Bon là aujourd'hui on a un peu le même parcours parce que moi pareil, pendant 5 ans j'ai été en mode full nomade à droite, à gauche, Australie, US. Là je me suis décidé de me poser un peu plus tout comme toi. Comment tu t'organises dans ton travail en tant que freelance quand tu voyages? Je pense qu'il y en a plein, je vois plein de gars sur Twitter, LinkedIn qui adorent bouger, qui veulent bosser en voyageant, en faisant le tour du monde, etc. C'est quoi un peu toi tes clés pour t'organiser de manière générale quand tu voyages? Et moi, comment tu parles, le plus important, bah, pour moi, c'est le Wi-Fi. Il faut vraiment retrouver une bonne connexion, sinon c'est la catastrophe. Mais ça, je pense que c'est la base.
Et il y a aussi pour s'organiser, moi, on va dire que ce qui m'a créé problème, c'était si mon client était, enfin, le décalage horaire entre les pays. Et du coup, vu qu'il y avait des gens, enfin, il y avait des clients au Canada, par exemple, c'était assez Ouais. compliqué pour travailler quand j'étais en Indonésie. Et du coup, je devais me connecter des fois à 23 heures et des réunions duraient jusqu'à minuit et 1 heure du matin. Donc, du coup, c'était assez difficile. Et du coup, comment il faut s'organiser? Moi, je pense qu'il faut penser à ça. C'est important de choisir aussi ses clients, pas juste par rapport au dossier, mais c'est aussi par rapport au décalage horaire. On ne se Mm. rend pas compte, on pense que c'est facile à gérer. Plein de fois, je me suis dit, ah non, ça va être bon, je vais me lever à 5 heures du mat, ça va le faire, ou je vais me coucher tard. Mais les performances sont pas du tout pareilles. Enfin, elles sont pas bonnes après minuit. En tout cas, pour moi, c'était pas le cas. Et voilà, et ça, savoir s'organiser. Moi, je pense aussi quelque chose qui est très important, c'est savoir prioriser. Prioriser des tâches. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas, quand on a plusieurs clients, il faut savoir exactement où est-ce qu'il faut agir et pas s'éparpiller partout. Enfin, on va pas dire, il faut. En général, moi, je crée des stratégies sur mesure et surtout, je vais aller mettre des actions sur les points qu'il faut améliorer tout de suite pour avoir des résultats dans les mois qui suivent. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai fait avec tous mes clients. Et je me concentre, j'essaie de prioriser. Donc, parmi les tâches qu'il faut faire pour mes clients, mais aussi parmi mes clients, quoi. Enfin, quels sont les besoins les plus urgents? Enfin, qu'est-ce qu'il faut, comment il faut gérer tout ça, quoi. Donc, oui, savoir prioriser, je pense. C'est un conseil, savoir prioriser, c'est hyper important. C'est un conseil clé hein, en SEO. Souvent, on oublie. Enfin, on pense qu'il y a plein de choses à faire et ça, c'est ce qui fait la différence, je pense aussi, entre un consultant ou une consultante senior et débutant. C'est que la personne senior va être capable de dire avec plus de pertinence sur quoi il faut te focaliser en premier et sur ce qui a de l'importance. Et c'est d'autant plus important quand tu es en voyage et en nomade. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, Adriana, ça ressemble à quoi une journée SEO pour toi actuellement? Une journée pour moi, bon, en fait, je sais pas si on a tous les mêmes délires, mais les matins pour moi, c'est aller checker mes positions et donc regarder qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai perdu. Et donc, sur tout, et de regarder la Google Search Console. Donc, je commence comme ça ma journée, une demi-heure un peu de regarder mes chiffres. Ensuite, je prends mon petit café et je commence ma journée avec ce qu'il faut faire. Ça peut être une étude sémantique. Donc, aller regarder ce qui peut marcher pour un client, quels sont les meilleurs mots-clés, quelles sont les opportunités qu'on pourrait dénicher. Regarder si on a des mots-clés. Par exemple, si je regarde un peu l'état actuel de la sémantique de l'entreprise, aller regarder s'il y a peut-être des cannibalisations. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait aller décrocher très rapidement en termes de résultats, comment on pourrait remonter. Des fois, ça arrive que des clients, ils sont depuis longtemps en quatrième, cinquième position et ça reste comme ça pendant des années. Et du coup, ils veulent ils mettre à fond des backlinks, ils travaillent tout ça, mais en fin de compte, ce qu'ils font, c'est une cannibalisation interne. Donc, ça, c'est des choses qu'ils aiment bien faire. Donc, j'ai fait ce genre de choses. Donc, des analyses un peu plus profondes pour aller travailler des mots-clés stratégiques où on a des gros volumes, quoi. Donc, ça, par exemple, ça peut être une partie de ma journée. Et après, ça va être des audits donc, plus techniques. Donc, et là, en général, je le fais les matins. J'essaye parce que tout ce qui est technique, il faut vraiment aller bien concentré, aller regarder quelles sont les problématiques. Il faut les savoir. Enfin, quand on trouve les erreurs et tout ça, c'est sympa. Et quand on les corrige, c'est sympa d'avoir des résultats. Mais la partie technique, c'est assez complexe et en fait, des fois un peu chiant de travailler dessus, mais, mais voilà un peu mes journées. Donc, une journée type, ça va être plus un peu comme ça, quoi. Trop bien. Voilà. Tu parlais de première chose que tu fais le matin, c'est suivre tes positions. Comment tu suis tes positions? Sur quel outil tu regardes tes positions, Adriana? Et sur quel outil? Je travaille sur Ahrefs. Ahrefs, pour moi, voilà, Bien c'est évidemment. petite pub gratuite là. Mais Ahrefs pour moi, c'est mon outil de préférence. En fait, vraiment, même pour les suivis et tout, de mes cocons, de mes clusters, j'adore les rapports qu'ils font. Et du coup, ça me permet vraiment d'avoir très rapidement, voir là où j'ai des problèmes. Et du coup, les détecter rapidement ou voir aussi la croissance. Donc, ça, ce genre de rapport me permet aussi d'aller
aussi faire des rapports visuels et aussi concis pour mes clients. Et donc, ça, c'est top parce que ça m'aide énormément. Donc, oui, donc Ahrefs. Ok. Et après, sinon, il y a la Go Research Console, mais ça, c'est plus pour aller approfondir un peu plus. Ouais, c'est cool. C'est cool. Moi, je l'utilise aussi pour le suite position. Moi, je suis plus Team SEO Observer. Donc, parce que j'ai l'habitude de l'utiliser depuis un moment. Mais c'est vrai que tu peux aussi le faire depuis Ahrefs. Et toi, Lucas? Ouais, moi, j'utilise pas mal Mangools pour du suivi de position. Quand j'ai vraiment des gros cas, j'ai utilisé LinkDex aussi. Sur des trucs où vraiment tu vas devoir suivre vraiment un nombre de positions énorme. Et après, effectivement, la Google Search Console, ça te permet de voir un nombre de choses aussi qui sont vachement intéressantes. La seule chose, un peu, peut-être l'erreur que font certains débutants, je pense, c'est de regarder la position moyenne d'une page, alors qu'en fait, faut être un peu plus granulaire et aller sur les mots-clés et autres, parce qu'une page peut avoir une super position moyenne, parce qu'elle est positionnée très bien sur un mot-clé qui fait 10 recherches par mois ou 10 impressions, alors qu'à côté, en fait, il faut qu'il se positionne sur beaucoup plus, quoi. Ouais. Mais ouais, en tout cas, ouais, c'est un peu ça le setup d'outils, on va dire. C'est vrai qu'elle est biaisée cette position moyenne, même la position moyenne de manière générale que tu as quand tu te connectes après ton CTR, parce que globalement, voilà, il suffit que tu ajoutes, que tu une grosse stratégie de contenu, que tu ajoutes plein d'articles, bah, ton SEO n'a pas forcément baissé, mais forcément tu couvres de nouveaux mots-clés, donc forcément la position moyenne va augmenter, ou comme Luca l'a dit, tu peux avoir des Exact. mots-clés qui se positionnent sur, moi j'ai un mot-clé compétences professionnelles qui se positionne sur 400, plus de 400 mots-clés, tu vois. Donc forcément, même si tu es premier sur des gros mots-clés, bah, ta position moyenne, elle peut passer à 9, 10, alors que tu es premier sur un mot-clé comme compétences pro, tu vois. Donc c'est effectivement, comme Luca l'a dit, il faut être plus granulaire quand on regarde cette position moyenne. Bon. Et ça fait une bonne transition sur le prochain format de ce podcast qui est la roulette du SEO. Est-ce que tu connais la roulette du SEO, Adriana? Est-ce que tu sais J'ai entendu parler, mais du coup, je tu vois en as que tu entendu me parler? le présentes. La roulette du SEO, c'est très simple. On tire une roulette qui n'existe pas actuellement parce qu'on est en ligne pour des raisons évidentes et pratiques. Mais les questions sont là, elles sont prêtes. On en a une trentaine avec Luca qu'on aime bien poser. On s'est dit, on va toutes les rassembler, on va faire un tirage au sort. Donc on les a tirés au sort en avance. Et je les ai sous les yeux. La première est assez rapide pour le coup. Quels sont, toi, tes objectifs SEO pour 2025? Mes objectifs SEO pour 2025. Ouais. Alors, si on pourrait être Et un peu plus précis, parce que c'est vrai que cette question est très vaste, c'est vrai, en termes quels sont tes objectifs en termes de clients, en termes de business? Qu'est-ce que tu veux atteindre en 2025? moi, ce que je veux atteindre, il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs façons de prendre ces questions, donc je te proposer une réponse. C'est plus dans le sens où moi, ce que je veux pour mes clients, c'est plus un peu aller décrocher des positions, mais plus que accès IA. Tu sais, à ce moment, on a un gros enjeu là-dedans. Donc, cette année, pour moi, on commence à avoir de plus en plus de recherches pour certains de mes clients, plus que d'autres. Enfin, on va avoir plus de recherches IA. Et du coup, ça commence à être un enjeu. Et pour moi, du coup, 2025, ça va être une grosse partie de l'année, ça va être axé à comment on optimise bien, par exemple, pour ressortir sur ChatGPT, Perplexity ou d'autres types d'IA. Donc, pour moi, c'est ça. Il y a un autre gros enjeu, c'est aussi de créer des contenus assez quali, mais au-delà du texte, ça va être qu'est-ce qu'on peut proposer aux clients en termes de valeurs avec des outils interactifs, avec des choses comme ça, où on va aller vraiment proposer quelque chose de différent parce que aujourd'hui, du texte, il y en a énormément et tous les jours, il y a des millions d'articles qui ressortent. Donc, et du coup, c'est pas là où on va se battre. Je pense que ça va être plus dans la valeur qu'on propose vraiment. Et donc, et ça, c'est un peu mon gros enjeu 2025. Tu as des idées déjà de ce que tu veux développer? Tu parlais d'outils interactifs. Tu vois, pour aller au-delà du texte, qu'est-ce que tu conseilles?
pour aller au-delà du texte, moi, je conseille en général d'aller voir avec mes clients. Quand j'ai fait un audit, je n'ai pas juste regardé les sites, mais j'ai aussi essayé de comprendre le business et quelles sont les problématiques du client et l'audience client, on va dire. Et du coup, de comprendre qu'est-ce qu'ils vont rechercher, quelles sont les questions qu'ils se posent. Et du coup, à partir de là, créer des outils pertinents. Par exemple, ça va être pour une cliente, on avait proposé des vêtements pour femmes. Et du coup, on a créé un outil pour savoir choisir son soutien-gorge. Parce qu'en fait, peut-être vous ne savez pas, mais en fonction de la marque, on va avoir des problèmes à choisir la taille et tout ça. Et donc, c'était une grosse question SEO et on l'a transformé dans un outil interactif qui génère aujourd'hui 20 000 visiteurs par mois sur une page. Donc, et ça, c'est des choses, des sortes de démarches qu'on utilise. Et généralement, comment je fais? Je parle avec les directeurs ou les CEO et je change sur. Ils connaissent déjà ce genre de questions qui se posent les clients. Et du coup, à partir de tout ça, on crée de la valeur quoi, pour les clients et leurs clients, déjà, ça leur permet de les fidéliser, de proposer des choses à forte valeur ajoutée. Donc, via les newsletters et tout ça. Et en plus, on va attirer du trafic qualifié via ce genre de contenus. Donc, ça, c'est des choses que moi, j'ai l'habitude de faire et sur lesquelles je travaille de plus en plus parce qu'aujourd'hui, il faut se différencier vraiment sur la SERP si on veut vraiment remonter, quoi. Ça, c'est Ouais. un point très intéressant et ça me rappelle l'épisode d'hier, Lucas. Parce qu'hier, Adrien, on a reçu quelqu'un que tu connais très bien d'ailleurs, qui s'appelle Nelly Kempf, qu'on a reçu sur ce podcast. Et ça a abordé un point qui est très similaire au tien, qui était de parler aux sales. Parce que c'est eux qui sont au contact avec les clients et qui connaissent toutes leurs peurs, leurs craintes, leurs problématiques, leurs aspirations, leurs motivations. Et c'est vrai que, bon là, toi, tu as cité l'exemple du CEO, mais c'est vrai que c'est les premiers à vraiment connaître des éléments clés qui, sur des outils SEO, ont peut-être 0,10 de volume de recherche, mais qui, en vérité, quant à l'analyse de la data, on en parlait aussi beaucoup de l'importance de l'analyse de la data sur le marché avec l'épisode de Romain Langlais, que vous pouvez aussi retrouver sur cette saison 3. C'est très important en fait, d'avoir cette data que tu n'as pas forcément ailleurs, parce que les Ahrefs, les SEMrush, c'est pas Non, leur priorité numéro un exactement. d'actualiser les volumes de recherche tous les jours. Tu vois, ils ont tellement de choses à gérer que oui, effectivement, tu peux trouver des choses hyper pertinentes qui ont certes beaucoup moins de volume, mais qui sont très 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 qualifiées parce que c'est pour ton persona, sur lesquelles tu peux avoir des taux de conversion qui détruisent des articles avec des plus gros volumes. Donc, point très important en effet. Donc, clairement. Et surtout qu'en fait, on a eu tendance pendant des années à garder ces casquettes SEO un peu geek cachées. On parle avec personne, aucun service nous aide. C'est plutôt les rivaux, parce que moi, j'ai travaillé chez l'annonceur et chez une agence, on va dire. Mais du coup, c'est vraiment l'effet de... Là, maintenant, on n'a plus le choix. On a besoin de travailler avec tous les services, quoi. On a besoin vraiment de comprendre ce qui veut les clients parce que finalement, qu'est-ce qu'ils cherchent les gens sur Google? C'est ce qu'ils se posent comme question de pas par rapport à un produit, par rapport à un besoin spécifique et c'est là où il y a des vraies opportunités. Donc, euh, il faut maintenant travailler vraiment avec tous les services et ça, c'est mes conseils en général pour les responsables SEO et les managers SEO. Que moi, j'ai l'habitude de travailler avec eux, en fait. Et ça, c'est toujours quand j'ai fait des coachings. Et là-dessus, c'est un des points les plus importants dont je parle. Ok, je suis d'accord avec toi. Très bien, et du coup la question suivante qu'on a tirée dans la roulette, qui est assez liée à celle-là, c'est marrant, c'est vraiment le hasard, hein, on tire avant les sessions, c'est au pif. Mais du coup, tu vois, pour toi, pour les SEO, les gens qui font du SEO en général, ce sera quoi les challenges qu'on aura en 2025? Pas les Ceux qui tiens, sont les mais du challenges. coup, les challenges du SEO. Voilà. Ah oui, ok. Du coup, pour compléter un peu, vraiment, c'est les challenges de la différenciation. Parce que là, il y a de plus en plus des contenus poubelles sur Internet. Et malheureusement, je sais pas, heureusement ou malheureusement, je sais pas trop comment le dire parce que c'est vrai que ça nous a affecté sur tous les fronts. Mais moi, je trouve que le niveau des articles aujourd'hui et la tendance à monter à chaque fois sur les sites, ce qui remonte en premier, c'est pas les petits articles qu'on pourrait trouver il y a 5 ans ou 6 ans.
Là, maintenant, il a une vraie concurrence et du coup, il a une vraie expertise à gérer. Donc, pour moi, les enjeux, bah, c'est la différenciation, mais c'est aussi les hits. Donc, le fait de vraiment aller travailler cette légitimité et expertise. Et pour ça, bah, il faut travailler avec des experts, ou faire des interviews, ou travailler avec, en fonction de la marque. Je ne sais pas si c'est une marque. Et, ben, on va dire des compléments alimentaires, ça il faut aller travailler avec des athlètes, euh, avec des influenceurs. Bah, tout ça, c'est vraiment maintenant la stratégie SEO, c'est pas que SEO pur et dur et texte. Maintenant, il faut aller chercher d'autres choses. Mm. Donc, et ça, ça va permettre de renforcer ces hits-là que Google cherche pour pouvoir ranker mieux les sites aussi travailler les auteurs aussi sur les pages auteurs, travailler et la notoriété des personnes les rédacteurs, c'est important maintenant aussi de les mettre en avant, travailler la page à propos de l'entreprise, qu'on puisse vraiment mettre les certifications qu'on a. On ne les met pas assez en avant. Des fois, moi, j'arrive sur certaines boîtes derrière des sites et c'est des fois pas du tout indexé. On les fait plus ou moins des certifications sur des PDF qui sont pas du tout indexés ou des choses comme ça. Donc, tout ça, il faut maintenant revoir un peu cette méthode-là et les retravailler, ouais. Donc, voilà pour cette partie. Ouais, la partie IA dont j'ai parlé tout à l'heure, mais Ouais. je ne vais pas approfondir plus. Je vais revenir sur un point que tu as abordé, le fameux hit, bon là où tu vas plus t'adresser aux auditeurs pour le coup. Parce qu'on a aussi, on le rappelle, hein, des personnes qui ne sont pas forcément 100% SEO, donc qui découvrent et qui aussi apprennent avec ce podcast. Donc non, on ne parle pas de Uber Eats ou ou de Deliveroo. Le HIT, c'est une pratique Google et j'aimerais, toi, Adriana, avec tes mots, que tu l'expliques en quoi ça consiste et comment, du coup, l'utiliser pour optimiser ton SEO aujourd'hui en 2025. En fait, c'est vraiment cette partie qui permet de renforcer bah, l'expertise et la fiabilité d'un site. Vu qu'il y a une explosion des sites aujourd'hui et qu'il y en a énormément, bah, Google ne sait plus différencier quels sont les vrais défauts. C'est assez difficile. Même si avec les Google Updates de l'année dernière, en août, il y a eu quand même Hmm. pas mal de sites qui sont bien chutés à cause de ça, manque de crédibilité et fiabilité des données. Donc, moi, je connais plein de blogueurs qui ont eu ces problématiques-là. Du coup, ils avaient énormément de visiteurs et à partir de septembre 2023, bah, chute totale. Et c'était à cause de ça. Parce on crée énormément de contenu, mais on n'avait pas quelqu'un derrière, humain, qui pouvait vraiment prouver que ces conseils-là, ils étaient vraiment bons. Donc, et du coup, là, pour moi, c'est pas. Donc, les hits, ce qui permet, c'est vraiment d'aller montrer à Google, et ben, au-delà de Google, pensons aux gens, en fait. Le fait de montrer qu'on a confirmé ces conseils, les conseils qu'on donne sur un blog, et bien aussi d'un expert, ou que ça vient d'une étude, par exemple, c'est aussi le fait de citer des études et des statistiques qui prouvent les propos. C'est hyper important pour vraiment, pour les clients, pour les utilisateurs, mais aussi pour Google. Donc, les hits, c'est vraiment le fait de renforcer cette expertise et la crédibilité des contenus. Donc, cette partie-là, je ne sais pas si tu voulais aller peut-être un peu plus loin ou... Non, moi, c'est clair, ça va. De toute manière, ici, on peut toujours aller plus loin. Donc après, on aurait des épisodes de 7h30. Donc non, 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 c'est C'est très bien ça. d'être concis. Et vas-y, Lucas, si tu veux enchaîner sur la dernière Yes, question carrément. d'Arblay. La dernière question, c'est quelle était ta plus grosse galère en SEO de toute ta carrière? Ma plus grosse galère. Moi, je pense que quand j'ai pris, enfin, j'ai eu un site de 5 millions d'URL qu'on m'a fait auditer. Et du coup, ça a planté mon ordinateur portable. Et du coup, bah, j'ai retardé la remise de cet audit pendant 3 semaines parce que mon site, enfin, c'était, bah, il y a un moment déjà, mais il y a quelques années, mais j'ai pas su gérer le stockage de toutes ces données-là. Il fallait utiliser Python et tout, et c'était vraiment, pour moi, bah, c'est là où j'ai compris plein de choses sur les gros sites, mais c'était très dur, et donc c'était avec plein d'erreurs et plein de enfin, avec ses clients, c'était un peu la cata en termes de délai, respect de délai. Mais par contre, voilà, c'était un des plus grosses galères. Je ne sais pas si
c'est de ce genre de sujet que tu voulais, bah, désolé ce que tu voulais entendre, mais c'est de mes plus gros rêves, c'était ça. Et après, bah, eux, c'était un site, c'est une marketplace qui est positionné partout dans le monde. Et en fait, ils voulaient rentrer en Chine. Mais sauf que on avait aussi des problèmes là-dessus parce que pour se positionner sur Baidu, il faut respecter certaines conditions. Et du coup, bah, c'est différent par rapport à Google. Donc là-bas, ils sont beaucoup plus restrictifs par rapport au contenu. Donc même s'il y a un petit contenu qui commence à parler, je sais pas, parce que c'est marketplace, tout le monde met tout type de contenu. Donc c'est assez difficile. Et là, on a des problématiques des rankings en Chine. Donc quand je parle de ça, c'est par exemple, s'il y a des gens qui parlent dans les blogs, dans les commentaires, ils commencent à parler des sexes ou des drogues ou peu importe, ça pourrait être ça pénaliser une grosse partie des catégories. Ou ça dépend en fait, ça dépend, mais c'est des problématiques que j'ai eues, qu'on a surmontées, mais qui étaient assez galères sur le moment, et qui m'ont fait un peu paniquer des fois. Et tiens, c'est intéressant parce que tu vois, Baidu, on n'en a jamais parlé, donc c'est le moteur de recherche qui domine en Chine. Est-ce que tu as un peu des souvenirs des particularités pour se positionner sur ce moteur de recherche? Qu'est-ce qu'il y a de différent, quoi, un petit peu? Bah, la différence, elle est surtout l'effet de respecter en fait la politique des positionnements des Baidu dans le sens où euh, il y a des sujets qui sont tabous là-bas. En fait, qu'il faut pas, enfin, si on en parle, notre catégorie ou notre page, elle est totalement pénalisée. Donc, elle est désindexée en direct. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention. Et les thématiques, c'est pour ça comme on le disait, pour ces sites-là, c'était assez difficile parce qu'il n'y avait pas de maîtrise des contenus, vu que c'était une plateforme, c'était un marketplace. Donc, chacun pouvait créer ses contenus, donc c'était assez difficile. Et voilà, après, il y avait comment dire, règles et des balisages, mais ça ressemble vachement à Google, en fait. C'est pas, il n'y a pas vraiment des différences. La différence, on va aller voir plutôt sur la politique et les restrictions de J'ai thématiques. j'ai- j'ai l'impression que c'est un Google avec un Google Panda sous stéroïde. Genre, c'est la BAC, mon gars. Ils sont à l'affût de tout. Mais c'est vrai, Oui, là où en France, tu vas être beaucoup plus. Donc, tu sais, le spam dans les commentaires. Et ça, parce que je me rappelle d'un pote consultant qui bossait sur un projet chinois. Il suffit que tu ailles mettre un commentaire dégueu avec un vieux compte sur un de tes concurrents pour que la page puisse se faire sauter, tu vois. Donc, exact. ouais, ouais, c'est très. C'est assez différent quand même, mais c'est toujours intéressant, on le voit, hein, comme on l'a vu avec le leak de Yandex en Russie, on voit qu'il y a quand même beaucoup de points communs avec Google, donc c'est toujours intéressant de bosser comme tu l'as fait sur des moteurs de recherche autres que Google. Mm. Merci pour cette roulette du SEO. On va maintenant rentrer dans le cœur du sujet de ce podcast avec le dernier format, avant-dernier format, parce que tu auditeras, pas en direct, mais dans une autre vidéo, un site que tu as déjà reçu. Donc le dernier format de ce podcast, c'est la crème de la crème. Crème de la crème, on s'intéresse à tes spécialités, à ce que tu maîtrises le plus. Donc, on a pris un stylo, un papier avec Lucas, on s'est posé, on a préparé 4 questions sur tes spécialités. Je vais commencer avec la première. Quel conseil, toi, Adriana, tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans les RP? On va pas trop aborder celle-ci sur le podcast et comme tu l'as fait un petit peu, intéressant d'avoir ton Ok. avis là-dessus. RP, je précise, Euh, relation presse, hein, pour ceux qui nous écoutent. Et c'est vrai que quand tu écoutes en version Spotify, tu comprends pas toujours les Ouais, lettres. Donc, c'est pas quel un outil conseil pour les SEO. relations presse? ok. En relation presse, bon, j'en ai fait, oui, pas mal, mais c'était plus des études de marché. Donc, des cours, en fait, je pense que mes conseils vont être plus de ces côtés-là. Moi, pour faire que des journalistes s'intéressent à des sujets, il faut absolument créer il faut étudier vraiment les sujets en profondeur, que ce soit d'un point de vue requête, qu'est-ce qui génère des volumes, donc et du coup, qu'est-ce qui intéresse à tout le monde, et ce qui va intéresser tout le monde va aussi intéresser un peu les journalistes, parce que c'est-à-dire que ils vont aller, ils vont essayer de créer des contenus qui vont attirer les clics.
Donc, ça, c'est important. Donc, c'est mettre à leur place et se dire quel genre d'article pourrait marcher. Et dans ces cas-là, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si on prend une marque qui est en train de marcher assez bien en ce moment, qui est un peu tendance, et c'est une marque de spiritueux qui n'a pas d'alcool. Donc, c'est la concurrence pour les cocktails qui, au lieu d'avoir de l'alcool, c'est plutôt un cocktail qui ressemble vachement et qui est pas mal. Donc, du coup, par exemple, eux, et ils pourraient lancer une étude pour voir les tendances des consommateurs en termes de consommation d'alcool et comment ça a diminué avec ces deux dernières années avec plutôt les jeunes, tu vois. Donc, du coup, ce genre de statistiques vont vachement intéresser les journalistes. Pourquoi? Parce que on va être sur une tendance du marché. Quelque chose qui est en train de se passer, mais des fois, quand ils écrivent des articles, ils ne sont pas assez des sources, assez d'études. Et du coup, quand il y a une étude qui sort, donc du coup, c'est ce que moi j'ai fait en relation presse, c'est créer des études, travailler avec des instituts d'études. Donc, du coup, petit clin d'œil à mon ancien employeur, donc BVA, du coup, avec lequel j'ai appris énormément sur les études de marché. Et du coup, ce qu'on fait, c'est on crée des études et statistiques qui nous permettent après de faire des contenus de haute qualité. Donc, on envoie un communiqué relation presse à plein de journalistes. Et ensuite, ils vont aller piocher là-dedans. Mais qu'est-ce qui va faire qu'ils vont cliquer dessus? C'est vraiment les sujets, si c'est captivant ou pas, et si on a des données qui sont intéressantes. Donc voilà. Donc et ça, c'est un conseil. Travaillez vos sujets et puis après, faites votre petite base de données journalistique. Donc du coup, gardez vos contacts. Et ça, c'est assez précieux pour après pousser vos études. Et et voilà, À tout moment, tu finis sur Discover après. Comment? Oui. Et à tout moment, tu termines sur Discover. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, là, j'en profite du coup parce que pour reparler du sponsor, parce que je sais que sur leur format Twitch, elles avaient un peu parlé de ça, Adriana. Et puis après, j'ai une question pour toi, Adriana, aussi. Donc, sponsor de cet épisode, hein, on vous l'a dit au début, Flair Agency. Donc, c'est une agence SEO. Ils font aussi du Pinterest. Et à côté de ça, ils créent pas mal de contenu. Donc, c'est deux fondatrices, hein, Kate Herchuez et Marie-Lou Rudel, pour ceux qui n'ont pas entendu le début du podcast. Et en fait, tous les mois sur Twitch, elles ont plusieurs formats. Donc, c'est quasiment un truc par semaine. Il y a un des formats, c'est la clinique du SEO, tu vois, où tu viens et elles répondent à toutes les questions que tu poses. Le live invité aussi, une personnalité du SEO, du marketing digital en général, est invité pour discuter. Je sais que Thomas, t'étais déjà allé pour un petit épisode freelance SEO versus agence SEO. Et après, il y a un épisode spécial aussi, et c'est là que j'avais entendu parler de ce dont Adriana parlait, qui était un épisode spécial netlinking, donc backlinks, quoi, où là, vraiment, elles vont parler d'un sujet SEO spécifique. Donc voilà, faites un petit tour chez Flair Agency en description et puis regardez un petit peu leur live Twitch pour compléter encore plus après position 0. Quoi. C'est vrai que ça, Adriana, les SEO sur Twitch d'ailleurs, Lucas. Ouais, très rare. Ouais, très rare. SEO sur Twitch, très rare. C'est clair. Et Adriana, du coup, tu vois, moi je me demande un peu, pour construire cette base de données, tu vois, pour construire ces études, donc déjà on comprend bien qu'il y a le sujet qui est important pour que ça intéresse les journalistes, mais ensuite comment tu fais, tu vois, pour construire ta base de données, pour avoir de la data? Est-ce que tu as des conseils là-dessus? En fait, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est quand on s'adresse à un institut d'études et quand on va les choisir avec lesquels on va partir pour faire l'échantillon et puis choisir l'étude en question. Et c'est intéressant de voir leur base de données. En général, ils sont déjà une base de données. Et du coup, ils vont la partager à ces journalistes-là. Et ça, c'est hyper intéressant. Aller utiliser des tiers, du coup. Et vu qu'il y a un contrat avec eux, bah, ils ont tout intérêt à pousser les, à pousser pardon, excuse-moi, les contenus. Les contenus et les études, quoi. Donc, oui, ça, c'est une petite tactique qui fonctionne assez bien. Intéressant. Excellent. Du coup, Tom, t'as une autre question sur le sujet? Non, c'était hyper clair et très, très intéressant. Ça me rappelait d'ailleurs une conf de Igor avec Ahref qui parlait justement de CRP et qui utilisait beaucoup de Gemini justement pour trouver un peu les sujets chauds d'un sujet où tu vois, vu que Gemini, l'IA de Google, ils ont toute la data sur les sujets un peu chauds, tu vois, il allait simplement dire ok, donne-moi tous les sujets très très chauds du moment sur telle thématique et des fois tu vois le fait d'être
premier sur un sujet d'actualité fait que tu peux des fois rentrer en Discover. Et j'ai un exemple concret typiquement avec Live. Moi, j'ai réussi 2 fois dans ma vie à rentrer sur Discover, mais bon, des fois c'est des montées de russes, hein. Tu te retrouves tout en haut et tu ouvres ton Google Search Console, d'un coup tu vois que tu as 300 000 de trafic, tu te dis waouh, et le lendemain Wow. t'as tout perdu. Mais je me rappelle, on l'avait fait avec l'inventeur au tout début, vous vous rappelez quand le CPF venait d'arriver, qu'il y a eu plein de problèmes de CPF et tout. On avait fait un article sur les arnaques au CPF et on était rentré dans Discover et tout ça, c'était parce on avait vraiment fait un travail de recherche des sujets clés liés au CPF et c'est vraiment les arnaques. Et tu vois, on a été premier sur les arnaques et boum, c'est ce genre de choses. Il faut avec un bon Flair Agency, sponsor de ce podcast, petite dédicace. Elle n'était pas révisée celle-ci, mais avec un bon flair, on peut trouver les bonnes idées. Donc merci pour ça. Et je vais tout de suite enchaîner avec la deuxième question de cette crème de la crème. On sait que toi, tu as pour habitude de travailler avec des grandes marques, hein. Pour rappel, je l'ai dit en introduction, mais tu as bossé notamment avec Carrefour, avec la Société Générale. On va pas rappeler, mais ce sont des grosses marques. Euh, Comment tu gères le SEO pour des gros groupes, c'est-à-dire des groupes qui ont des millions d'URL, qui ont plein de pays différents, qui ont parfois des sites différents, des PBN, en veux-tu, en voilà. Comment tu arrives là-dedans? Tu as déjà un SEO qui est établi, tu as déjà potentiellement une équipe de SEO. Comment toi tu arrives en tant que consultant pour améliorer tout ça éventuellement? C'est intéressant que tu as posé la question parce qu'un des points les plus importants pour moi, c'est les process à l'interne. Donc, ça va être quelque chose que je vais travailler généralement avec les boîtes avec lesquelles je travaille, enfin, avec qui je commence un dossier. Et c'est bon, pour moi, il y a 3 points. Donc, il y a la partie technique. Le deuxième, ça va être la priorisation et l'organisation interne. Et après, ça va être plus la créativité des solutions en fonction des solutions sur mesure. Donc, je vais aborder ces 3 points. Le premier, c'est la partie technique. Donc, c'est aller regarder est-ce qu'aujourd'hui pénalise le plus les sites. Donc, je vais faire un audit global. Aussi, comment ça marche au global, les secteurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font, comment c'est structuré, comment ils font, quelle est l'architecture des sites dans ce secteur-là, comment ils travaillent leur SEO, quelles sont les opportunités aussi qu'on pourrait mettre en place. Donc, moi, je m'inspire vachement des États-Unis, enfin, les sites qui sont aux États-Unis, parce que la concurrence là-bas, elle est énorme. Pour avoir déjà ranké des sites là-bas, c'est un autre jeu. Tu vois, ça n'a rien à voir avec la France, même si ici aussi, on a des secteurs assez concurrentiels. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est là où on trouve des stratégies assez fortes et qu'on peut mettre en place, euh, qu'on peut mettre en place assez facilement. Mais du coup, avec des gros sites comme ça, donc j'ai fait un audit, j'ai allé regarder quelles sont les plus grosses erreurs. En général, on va avoir des problèmes des, des cannibalisations, des configurations des paramètres, des robots TXT. Bon, il y a plein de choses comme ça qui sont assez techniques, mais moi, j'essaie de détecter qu'est-ce qui va me permettre de booster les sites dans les mois qui suivent. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut prioriser? Qu'est-ce qu'on peut donner aux équipes? Donc, en général, ils sont des ressources en interne ou externes. Donc, des web développeurs, normalement, c'est pas eux qui touchent au code du site. Donc, ça va être plutôt des agences, partenaires. Et du coup, il faut prioriser les tickets. Et du coup, il faut donner ce qui va vraiment impacter les sites. Et c'est ça, mon premier travail, c'est vraiment aller détecter les, les- ces problèmes techniques qui vont permettre de booster les sites. Et surtout quand on a des gros sites avec des millions d'URL, c'est hyper important ce genre de travail. Après, je vais aller regarder comment ça se passe les processus internes, comprendre de où viennent ces problématiques que j'ai détectées. Est-ce que c'est des erreurs humaines, c'est-à-dire que les gens ils créent des problèmes tous les jours en fait, et du coup détecter si on peut changer ces process pour que ça n'arrive pas après en fait, parce que ça fait double travail après changer. Par exemple, des fois on a des problèmes d'émaillage, on a des problèmes qui se créent juste quand on fait un nouveau produit, donc on va pas regarder l'URL, donc on va pas prêter attention à changer, à canoniser les URL qui sont similaires, des choses comme ça. Donc et ça, on va mettre en place des process. Et ça, c'est un point qui je travaille vachement. Donc je vais parler avec les équipes, je vais leur demander quelle est la façon
de travailler en fonction. Bien sûr, j'ai déjà fait l'audit, donc je sais plus ou moins quelle est la problématique, mais du coup, je vais parler avec eux et après, on va établir des process assez clairs pour qu'ils puissent avancer de manière beaucoup plus optimale. Et ça, c'est mon deuxième point. Et après, le troisième, c'est plus une touche plus créative, on va dire. C'est là où je vais regarder en fonction du secteur, qu'est-ce qu'on peut apporter. Et du coup, si on peut faire des choses intéressantes par rapport à ce que j'ai vu à l'international ou ailleurs, et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au site spécifique. Donc ça, c'est plus une stratégie sur mesure. Donc, comme on disait tout à l'heure, ça peut être des calculateurs, des études de marché, enfin, je veux dire, une stratégie ERP, ça va être un travail sur d'autres sites avec des hautes autorités, donc des sites partenaires, où on peut faire des échanges, interviewer des experts, des vrais experts, donc créer des partenariats, tout ça. Donc tout ça, c'est ce que je vois après, mais c'est les 3 points sur lesquels je me focalise. Et voilà, pour le sites comme ça. Bon, après, il y a énormément d'autres points que je regarde, mais voilà un peu les plus gros, quoi. Déjà là, t'as plus d'un mois de travail, tu vois. C'est clair. Exactement. Exactement, c'est vrai. Mais ça vaut la peine, ça vaut la peine. Non, mais c'est bien, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu te rends compte que le SEO devient très transverse. C'est pas juste on fait du SEO dans notre coin, en fait c'est un travail qu'il faut mettre au cœur des équipes, encore plus quand tu es dans un grand groupe où tu vas pas avoir une personne référente. En fait, c'est tout un truc, faut aller comprendre les process comme tu l'as expliqué, Adriana. Et ça, je trouve que c'est super intéressant, et je pense en SEO, c'est vraiment une grosse marge de progression qu'on a beaucoup de SEO, de plus être dans notre coin, mais d'aller plus chercher un truc transverse et comment on peut collaborer entre équipes qui font faire la communication ou autre encore, quoi. Oui, Ouais, clairement. exactement. Clairement. Et bon, le SEO, c'est ça, ça doit être, je pense que ça doit être greffé à une stratégie commerciale et marketing global. Tu vois. C'est ce qu'on se disait avec Léo la dernière fois. Faire du SEO pour faire du SEO, c'est faire avancer une charrue qui avance déjà, tu vois. Et t'as des sites à 500K de traf qui convertissent moins qu'un site à 50K. Pareil, c'est maintenant de se demander, ok, comment je vais aller faire plus d'argent par le SEO plutôt que plus de trafic pour l'ego, entre guillemets, tu vois. Donc ouais, c'est très intéressant. Et ça se passe par les process, par comprendre les équipes, par comprendre les produits qui marchent, les prios, etc. Donc c'est un taf qui est long, qui est parfois complexe, mais qui est essentiel, et tu fais très bien de le rappeler. Et Adriana, du coup, comment tu utilises l'intelligence artificielle aujourd'hui avec les entreprises avec qui tu travailles, ou même toi en tant que freelance en général? Et, pour l'intelligence artificielle, bah, moi, ça va pas être surprenant, mais je l'utilise pas forcément pour des textes. Bah, mais par contre, j'encourage mes rédacteurs à les faire. Et pas forcément pour gagner du temps sur sur le temps de travail, sur la création d'un article, sinon c'est plus pour qu'ils se concentrent sur la valeur ajoutée de mon article. Donc, je veux plus qu'ils passent moins de temps au moment d'écrire, mais par contre, je veux des sources vérifiées, je veux les meilleures études qu'ils puissent citer, je veux des citations d'experts qui ont livré des entretiens, peut-être sur YouTube ou sur d'autres. Mais du coup, à chaque fois, moi, je préfère qu'ils se concentrent sur ça. Donc, ça, c'est une partie. Donc, l'IA, c'est normal, tout le monde l'utilise pour les textes, mais plus pour gagner du temps et l'allouer là où il faut. Et sinon, moi, je vais travailler sur des outils internes. Donc, du coup, quand je comprends les besoins du client, donc comprendre comment il travaille, qu'est-ce qu'ils ont besoin en termes de process. Donc, on va déjà créer des process. Donc, grâce à l'IA, donc du coup, il y a des plugins qui permettent de créer des tutoriels très facilement. Et c'est cadré en interne, bah, ces process-là. Et des fois aussi, de créer des outils qui vont permettre de gagner du temps aux équipes. Donc, du coup, ça va être au niveau de l'intégration, si ça prend du temps, que rajouter une image, que mettre, je sais pas, des fois, quand on arrive à une entreprise, ça va être, il y a plein de surprises. On se rend compte qu'ils font des choses, des fois manuellement, qu'on ne comprend pas comment ils peuvent faire ça et comment ils ont construit autant de contenu comme ça. Mais du coup, des choses. Donc, pour ça, j'ai travaillé avec ChatGPT et d'autres outils qui me permettent de créer des outils internes. Donc, du coup, si je veux juste mettre en forme très rapidement par rapport à les sites de l'entreprise, bah, du coup, mettre en forme un contenu, par exemple. Donc, je demande à ChatGPT de me créer un code, un petit outil, après, je les sors, tout le monde peut l'utiliser via un lien. Et ça, ça a changé vraiment ma vie à ce niveau-là, parce que c'est incroyable comment aujourd'hui on peut créer ces genres d'outils et ils sont assez personnalisés, donc c'est top. Et pareil, pour créer des outils, comme on disait tout à l'heure,
poster et créer des articles qualitatifs. Ça, c'est top aussi. Donc, l'IA, c'est vraiment top. Et aujourd'hui, on peut créer des outils à une demi-heure, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, quoi. Donc, et ça, c'est topissime. Et sinon, j'utilise aussi l'IA pour faire des briefs beaucoup plus pertinents pour mes web développeurs ou mes webmasters. Donc, et du coup, pour qu'ils passent moins de temps dans l'analyse de ma requête et que les tickets ils sont beaucoup plus rapides. Donc, j'essaie de les. En fait, je vois mon brief, il va être beaucoup très clair. Je vais demander à l'IA de me dire quelle est la problématique du code et qu'est-ce qu'il faut faire et les possibles solutions. Et après, j'envoie tout ça à mon web développeur et ça va passer beaucoup plus, ça va se faire beaucoup plus vite. Voilà un peu les points sur lesquels je travaille aujourd'hui avec l'IA. Tu utilises quelle IA du coup? Quelle IA? Bon, il y en a plein, mais par exemple, on va avoir des coups, ChatGPT, c'est vrai que ça, c'est devenu un peu pour tous les jours, mais après, on va avoir, mais celui qui permet de créer les process, tu vois, tutoriels. Je sais pas si ça va être script, j'ai oublié les noms exacts, mais sinon, on va avoir aussi Dev0, c'est pour faire du no-code, donc ça, c'est intéressant. D'autres outils, tu vois, il n'y a pas tous les marques qui me viennent comme ça en tête, mais voilà, mais c'est plus, comme je te disais, pour développer, et ça peut être intéressant, c'est intéressant, c'est hyper intéressant, Dev0, quoi. Et tu parlais de petits outils que tu as construits, Adriana, tu as des exemples un peu d'outils et tu vois, de quel process, enfin de combien de temps ça te fait gagner, tu vois? Et ce genre d'outils, Ouais. ça fait gagner énormément de temps. Les gens, genre, si une intégration avant un article pour l'outil dont j'ai parlé, par exemple, euh, pour l'intégration, si avant une intégration prenait entre 20 et 30 minutes, là, ça va prendre 10 minutes, mais pas. Ouais. Donc, voilà, c'est juste le fait de mettre en place des outils où on va, je sais pas, rétrécir les images automatiquement. Après, il y a des plugins, mais des fois, les plugins, ils peuvent aussi créer des problématiques aussi sur les CMS. Donc, et des fois, il faut voir qu'est-ce qui est le mieux en fonction du CMS et en fonction de tout ça, quoi. Mais oui, ça fait gagner énormément de temps et c'est surtout pour ça qu'ils l'utilisent. Trop bien. On sait que on a pas mal parlé d'IA, pas mal parlé de contenu, mais on sait que tu as une casquette de SEO technique également. Ce qui nous intéresserait avec Lucas, ce serait de savoir, notamment sur des grosses boîtes, tu vois, qui sont déjà bien établies en termes de SEO. C'est quoi en gros les erreurs fréquentes, techniques, hein, je dis bien, que tu affrontes le plus souvent et comment tu les priorises, ces erreurs? Genre là, admettons, tu arrives chez Carrefour, c'est un exemple, hein, mais quelles sont les grosses erreurs qu'on peut voir sur un site pour lequel on pourrait se dire, bah les gars, non, non, ils peuvent pas avoir cette erreur-là, c'est Carrefour, quoi. Des grosses erreurs que j'ai trouvées dans des entreprises assez connues, c'est ça? Ouais, c'est ça. Des grosses erreurs, on va dire, pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps, cet été, et c'était avec le Google Merchant Center. Mm. Il a créé énormément d'URL, avec des paramètres. Donc, ça a Ouais, fait doubler le nombre d'URL du site. Je pense que vous êtes au courant. Je sais pas, et donc, et du coup, cette problématique-là, aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui l'ont encore. Et en fait, ce qu'il fallait faire, c'est enlever ces paramétrages et les mettre en mode manuel. Parce que c'est quelque chose que Google a mis en mode automatique. Et, et donc, en fait, ça posait énormément de problèmes pour mes sites. Parce que en e-commerce, du coup, ce qui s'est passé, c'est que on avait de la cannibalisation et de la forte cannibalisation. Donc, il y avait plus de 3000 mots-clés cannibalisés par mes propres URL. Donc, ça allait oui, pas du tout. Et ça m'a pris du solide. temps un peu de les solutionner parce que trouver les bons, bon, même si je me renseignais tout le temps et tout, c'était assez. Beaucoup de personnes disaient, c'est pas grave, sur la Google Search Console, on les voit pas. Sauf que moi, je les voyais sur mes résultats de recherche. Et du coup, on avait tendance à dire que ça sert à rien, c'est pas grave, Google, il sait gérer et tout, mais sauf que non, ça, je les Oui, voyais dans la SERP. Donc, et ça, c'est des grosses erreurs que finalement, on a solutionné, mais qui aujourd'hui affecte pas mal de e-commerce. Donc,
Je ne sais pas si vous avez eu les cas, mais ça, c'est quelque chose à solutionner, en tout cas pour un e-commerce à solutionner. Ça, des grosses erreurs. Sinon, les problèmes des paramétrages, des filtres. Donc, les filtres qui deviennent des URL qui vont aller cannibaliser aussi mes pages principales. Donc, et ça, c'est des choses que je me dis, mais comment c'est possible de pouvoir avoir un site aussi gros et avoir ces problématiques-là? Et après, on se demande pourquoi mes pages, enfin, pourquoi les pages, elles ne performent pas. Et donc, voilà. Tu fais quoi avec les Voilà un fils peu. concrètement? T'arrives là, tu vois plein de filtres à gogo, c'est quoi tes actions un peu? Va aller regarder déjà. La première chose, c'est aller taper une recherche et aller regarder si mon URL elle est indexée ou pas, elle est en quel code elle est. Et après, je vais regarder sur les robots.txt qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qui est pas bloqué. Et donc, en fait, oui, la première chose que je vais regarder, c'est vraiment le statut de l'URL. Hmm. Est-ce que Google peut accéder? Des fois, c'est possible, hein, il n'y a aucun souci. Bah, je pense qu'on peut indexer des URL avec des paramètres, car il y a beaucoup de recherches. Mais dans ces cas-là, il faut créer une page spécifique et puis envoyer, comment dire, et faire ranker cette page, mais pas forcément avec des paramètres. Enfin, je veux dire, ces paramètres, cette URL des paramètres, on va les faire une redirection vers la page qu'il faut. C'est un peu comme ça, mais il faut les retravailler. En fait, c'est des choses techniques mais qui peuvent marcher pour des gros sites. Mais sinon, en général, ils sont bloqués. C'est Hmm. dur du réel, Très clair. Trop cool. j'espère. C'est vrai, quand on rentre dans des sujets un peu techniques, ça peut être assez large, et même pour les personnes qui débutent en SEO. Et je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête avec les paramètres tout de suite quand on commence, mais ça commence à être problématique quand on a un gros site, quoi. Donc, ouais. Et je pense un bon exercice pour les débutants déjà, c'est de faire un site de points et de voir les pages que tu as et de vérifier déjà. Après, tu peux un peu rendre plus petit en ajoutant un mot-clé après ton site de points, hein, mais ça te permet de voir quelles URL sont indexées. Et déjà ça te permet d'avancer pas mal, quoi. Ouais, Hmm. exactement. Exactement. Super. Bah, merci beaucoup, Adriana. Merci encore au sponsor de l'épisode, Flair Agency. Allez faire un petit tour. On vous mettra les liens et les liens d'Adriana. Et puis merci à tous d'avoir écouté l'épisode. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était top. Merci. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Ciao. Bon Ciao. après-midi. Bye.